Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Laval-des-Rapides. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord saluer le travail colossal qu'a abattu mon collègue au ministère des Finances pour déposer un budget extrêmement complet, surtout dans un contexte où on a trouvé les finances publiques dans un état difficile. Vous connaissez assurément le rapport SECAR-KPMG, Monsieur le Président, qui a été déposé il y a de cela quelques jours, qui démontre que dans un nombre important de dossiers d'infrastructure, on a constaté des dépassements de coûts qui atteignaient en moyenne plus de 80 %. On a constaté également plusieurs annonces gouvernementales qui n'avaient pas été budgétées et je pense qu'il s'agit là d'une mesure condamnable qui ne devra pas être répétée à l'avenir. Et tout ça nous a amené à un déficit cumulé de près d'1,6 milliard de dollars pour l'année en cours. Il y avait donc nécessité de reprendre le contrôle des finances publiques et d'agir surtout avec rigueur. Et ce qu'a accompli Monsieur le ministre des Finances, c'est de reprendre ce contrôle des finances publiques tout en assurant des principes qui sont fondamentaux pour notre formation politique, soit ceux de la solidarité, de l'intégrité, deux signes importants du Parti québécois. Et aujourd'hui, j'aimerais communiquer aux citoyens de ma circonscription ma profonde conviction que le budget qui a été déposé il y a de cela près d'une semaine, qu'il réponde aux besoins de notre communauté. Et tout comme l'a exprimé le ministre des Finances, j'estime que ce budget va pouvoir assurer la prospérité de notre collectivité partout à travers le Québec et notamment dans la circonscription que je représente, celle de Laval-des-Rapides. J'aimerais donc m'entretenir avec vous aujourd'hui, Monsieur le Président, de plusieurs faits saillants qui ont retenu mon attention. D'abord, le premier aspect est celui des mesures qui viennent en soutien aux familles, une des pierres d'assises de notre politique gouvernementale. Nous souhaitons d'abord donner un peu d'air à la classe moyenne. J'aimerais donc m'entretenir avec vous du crédit d'impôt qui vise à stimuler la participation aux activités sportives et culturelles. Donc, pour une dépense de 500 $, les familles auront droit à un crédit d'impôt remboursable de 100 $. Il s'agit là d'une mesure forte qui, je pense que partout à travers le territoire national, va permettre à des familles qui n'en ont pas les moyens actuellement d'envoyer leurs enfants dans des activités culturelles, par exemple des cours de musique ou encore des activités sportives. Et je pense que c'était également très important d'en faire un crédit remboursable qui va permettre à toutes les familles, peu importe leur revenu, qu'elles paient de l'impôt ou pas, d'accéder à ce crédit. Et je pense que ça va permettre à une quantité importante de jeunes de s'initier à la culture ou aux activités sportives. Une autre mesure phare, une autre mesure importante qui a été annoncée par notre gouvernement est l'annonce de 28 000 places dans les centres de la petite enfance. Et je pense que je suis bien placé pour en parler parce que, notamment dans ma circonscription, il y a un nombre important de familles qui sont en attente de places dans des centres de la petite enfance. Et ces 28 000 nouvelles places vont nous permettre de compléter ce merveilleux réseau des CPE qui avait été annoncé il y a de cela plusieurs années, en 1998 pour être plus précis. Et pour moi, c'est une grande fierté de faire partie de cette grande famille politique qui va pouvoir annoncer qu'enfin, nous avons complété notre réseau des centres de la petite enfance qui, partout à travers le territoire québécois, va permettre aux familles, peu importe leur revenu, d'envoyer leurs enfants dans des places à contribution réduite. J'aimerais également souligner un autre élément important de notre budget qui va avoir une résonance particulière dans ma circonscription, soit les mesures qui concernent le secteur pharmaceutique. Notamment à Laval, un nombre important de travailleurs travaillent dans ce milieu et on a constaté certaines difficultés vécues par le secteur pharmaceutique, notamment une entreprise, Boehringer Ingelheim, qui a coupé un nombre important d'emplois il y a de cela quelques mois et je tiens à en profiter pour souligner ma grande sympathie envers l'ensemble de ces travailleurs qui ont perdu leur emploi. Et encore une fois, nous répondons présents pour ces travailleurs en annonçant des mesures importantes. Le ministre a parlé d'une mesure coup de poing, je parlerai même d'un électrochoc qui vise à soutenir cette industrie, notamment avec un crédit d'impôt important visant le salaire qui représente un investissement de près de 125 millions de dollars. En contrepartie, nous avons aboli la règle des 15 ans qui faisait en sorte qu'on mettait une pression importante sur la Régie d'assurance maladie en empêchant pendant une certaine période de temps la création de médicaments génériques. Donc, d'un côté, on vient soutenir cette industrie et de l'autre, on allège la pression sur les finances publiques en abolissant cette règle qui était devenue avec le temps désuète. Mais ce dont j'ai été surtout fier dans ce budget, c'est de voir qu'on accordait une place importante aux valeurs de solidarité. À travers ma campagne électorale, et je suis sûr que c'est le cas de plusieurs collègues, j'ai constaté que plusieurs personnes, et bien sûr je l'avais constaté auparavant, mais ont besoin important d'un soutien de la part de l'État.
et c'est le cas notamment en matière d'accès au logement. Encore aujourd'hui, une quantité importante de citoyens partout à travers la nation peinent à joindre les deux bouts pour payer leur loyer. Et c'est pourquoi, à travers notre histoire, nous avons développé un réseau important de logements sociaux. Cependant, les listes d'attente sont longues, Monsieur le Président, et plusieurs personnes qui nous écoutent font sûrement face à des attentes importantes. Et c'est pourquoi j'ai été très fier de constater que nous avons annoncé la construction de près de 3 000 logements sociaux uniquement pour la prochaine année. Cela permettra de réduire la pression sur les listes d'attente tout en offrant des logements de qualité à des citoyens qui en ont bien besoin. J'aimerais également parler de l'annulation de la hausse massive des tarifs d'hydroélectricité qui affecte plus particulièrement les ménages à faible revenu. On le sait, plusieurs personnes vivent dans des logements souvent mal isolés et donc sont plus affectées par les chocs tarifaires importants d'Hydro-Québec. Et c'est pourquoi, en annonçant une augmentation qui suivra l'augmentation du coût de la vie, je pense qu'il s'agit là d'une mesure responsable qui permet de réduire la pression sur ces ménages qui en ont bien besoin, tout en assurant les impératifs de financement qui affligent les finances publiques. Et bien sûr, le dernier élément est le contrôle des dépenses, qui est, je pense, vraiment le leitmotiv de ce budget qui a été déposé, où dans chacun des ministères, on s'assure vraiment d'avoir un contrôle qui est très rigoureux des finances publiques, notamment du côté de la santé, de l'éducation et des différents ministères. J'aimerais aussi vous parler d'un sujet qui me tient plus particulièrement à cœur, soit l'impact de plusieurs mesures sur les jeunes en général. Madame la Première ministre m'a fait l'honneur de me nommer à titre d'adjoint parlementaire pour les dossiers jeunesse, et c'est pourquoi j'ai bien sûr une grande sensibilité pour ces dossiers, et notamment l'annonce de la création de la Banque de développement économique du Québec permettra de stimuler l'entrepreneuriat chez toutes les tranches d'âge, mais notamment chez les jeunes qui font face souvent à des contraintes importantes de liquidité, qui souvent ont besoin d'un coup de pouce du gouvernement du Québec, un coup de pouce de l'État pour se partir en affaires. Et je pense que cette Banque de développement économique du Québec trouvera une résonance particulièrement importante chez les jeunes qui souhaitent se lancer en affaires. J'ai eu la chance au courant des dernières semaines, des derniers mois, de m'entretenir avec plusieurs jeunes gens d'affaires qui ont des projets plein la tête, qui souhaitent investir la scène internationale, mais qui manquent cruellement de capital, qui manquent cruellement de soutien. Et je pense que le gouvernement du Québec, encore une fois, va répondre présent pour soutenir ces jeunes qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Également, j'en ai parlé, le crédit d'impôt pour les activités culturelles s'inscrit dans la volonté gouvernementale de soutenir les bonnes habitudes de vie chez les jeunes. Malheureusement, on constate qu'encore aujourd'hui, il y a un taux d'obésité important chez plusieurs jeunes, que le taux d'inactivité est assez important, et je pense que ce crédit d'impôt va permettre vraiment de contribuer à l'établissement de saines habitudes de vie chez les jeunes. Et j'aimerais également vous parlez de la majoration du montant des dépenses admissibles au crédit d'impôt pouvant être accordé aux parents qui doivent assumer des frais en raison d'un enfant atteint d'une déficience grave. Ceci s'inscrit également dans une volonté de faciliter la conciliation travail, études, famille, mais aussi de donner un petit coup de pouce à des parents à qui on n'adresse pas souvent nos félicitations, mais qui sont, je pense, des vrais héros, des gens qui, à chaque jour, sont là pour aider leur enfant qui vivent une situation qui est très difficile, une situation de déficience qui est loin d'être facile. Et je pense que le rôle du gouvernement du Québec est vraiment de venir en aide à ce type de familles qui ont des besoins importants. Donc, il s'agit là d'un ensemble de mesures qui, je pense, vont contribuer à faire de l'État québécois un État qui non seulement est plus présent pour les familles et plus présent pour les citoyens qui vivent des difficultés, parce que je pense que c'est là la mission première de l'État québécois, d'accompagner les gens qui vivent des difficultés et d'assurer une certaine solidarité entre ceux qui sont plus nantis et ceux qui le sont moins. À travers ce budget, nous souhaitons également miser sur l'investissement privé pour que partout à travers le Québec, nous puissions avoir une économie qui est florissante. Plusieurs régions du Québec vivent des difficultés importantes. On en a parlé, c'est le cas notamment de la Mauricie, c'est le cas notamment de la Gaspésie. Et en mettant sur pied des fonds de diversification économique, des fonds de développement pour les initiatives de développement régional, je pense qu'encore une fois, nous allons mettre les moyens à la disposition des différentes régions du Québec
de se développer. Parce que lorsqu'on se promène à travers le territoire québécois, on constate qu'il n'y a pas une diversification économique peut-être aussi équilibrée et que plusieurs régions dépendent d'une seule filière industrielle, d'une seule filière économique. C'était le cas de plusieurs régions à travers le Québec et je pense que pour assurer la prospérité des collectivités un peu partout, nous devons donner les moyens dont ces collectivités ont besoin pour se développer. Et j'aimerais également m'entretenir un peu plus précisément sur le dossier de la centrale Gentilly, puisque c'est un dossier qui a soulevé beaucoup de passion, pour réitérer qu'il s'agit, à mon sens, d'une décision responsable, puisque de plus en plus d'études tendent à démontrer que les coûts pour supporter la réfection de cette centrale n'en valaient pas la chandelle, c'est-à-dire que les investissements qui étaient nécessaires pour continuer de produire de l'électricité à partir du nucléaire faisaient en sorte que cette électricité n'était pas compétitive. Et quand on ajoute les risques qui sont associés à la santé publique, lorsqu'on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Fukushima, ce qui s'est passé dans plusieurs pays à travers le monde, je pense que définitivement, il s'agit là d'une décision qui était sage, une décision empreinte de sagesse, tant en ce qui a trait à la santé publique qu'en ce qui a trait au développement économique. Et je crois que ça traduit bien la volonté du gouvernement du Québec de faire un virage vers une économie et une production énergétique qui est de plus en plus verte, une production énergétique qui a de moins en moins de risques pour les différentes collectivités locales. Et ce qu'on constate à travers le monde, c'est qu'il y a beaucoup de nations qui graduellement délaissent l'énergie nucléaire pour des énergies plus renouvelables. Et les nations qui encore aujourd'hui misent sur cette filière énergétique, c'est parce que malheureusement, elles n'ont pas la chance de vivre comme ici au Québec, où nous avons la possibilité de nous tourner vers d'autres sources d'énergie, comme par exemple l'hydroélectricité. Et je pense qu'au courant des prochaines années, il va falloir miser sur notamment l'électrification de nos transports en commun pour justement réduire notre dépendance au pétrole étranger. Et j'ai été très heureux de constater que dans le budget du Québec, nous avions un fonds important qui était mis à la disposition pour miser sur une électrification de notre flotte, notamment de transports en commun, car j'ai été très stupéfait de constater qu'une partie importante de notre déficit commercial est imputable à notre dépendance au pétrole étranger. Encore aujourd'hui, on parle de près de 14 milliards de dollars de déficit commercial qui est principalement dû au pétrole étranger, qui provient notamment de l'Afrique du Nord. Et je pense qu'au Québec, avec notre production hydroélectrique, on a la capacité de faire un virage important. Et je rêve d'un Québec où nos transports en commun seront 100% électriques, où nous pourrons entrer, que ce soit à Montréal, à Laval, ici à Québec, dans des transports qui sont non polluants. Et je pense vraiment qu'on a la capacité de devenir un chef de file et par la suite d'exporter cette expertise partout à travers le monde. Et je pense qu'il y a une demande mondiale qui est forte pour cette expertise, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Je pense que de plus en plus, on tente de limiter notre dépendance aux énergies fossiles pour se diriger vers des énergies vertes, des énergies qui sont propres. Et je pense que ça fait écho, là aussi, à une volonté qui est partagée par l'ensemble des générations du Québec de léguer aux générations futures un Québec qui est plus vert, un Québec qui est plus propre. Et l'environnement a longtemps fait partie du discours gouvernemental, mais je pense que dans le budget qui a été déposé, on parle d'une véritable volonté politique qui vise à faire du Québec un endroit où nous sommes un chef de file en matière de développement durable. Et pour moi, encore une fois, c'est une grande fierté de faire partie d'une famille politique qui fait de l'environnement une de ses grandes priorités. J'ai également accueilli avec une grande satisfaction la volonté gouvernementale de faire de l'éducation une éducation supérieure qui est plus accessible, une éducation supérieure qui est un chef de file mondial. Vous le savez, dans mes fonctions précédentes, c'est un sujet qui m'a grandement intéressé, qui a occupé une place importante et qui a été un débat public qui a polarisé grandement l'opinion publique. Et je pense que ce qui est important de se rappeler, et je pense que ça va rallier l'ensemble des parlementaires, c'est qu'on doit rendre plus accessibles les études supérieures, faire de nos études supérieures des études qui sont de qualité, parce qu'on peut malheureusement de moins en moins compter sur des secteurs comme le secteur manufacturier pour assurer notre avenir économique, et on doit de plus en plus miser sur notre savoir, sur notre innovation, sur notre capacité à être créatif. Et je pense que l'université peut être le catalyseur, justement,
de cette créativité qui va permettre aux Québécois de s'installer et de jouer un rôle important dans une économie mondiale qui est de plus en plus compétitive. Nous avons annoncé, et la première rencontre se tiendra demain, un sommet sur l'enseignement supérieur auquel je suis très enthousiaste de participer, qui vise à jeter les bases du système d'éducation moderne parce que nous avons eu une grande réflexion il y a de cela plus de 50 ans qui s'est nommé le rapport Parent, où on a jeté vraiment les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le système d'éducation québécois moderne. Et je pense qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, il est important de se poser à nouveau des questions sur où veut-on aller collectivement pour notre système éducatif. Et au-delà de la partisanerie, je souhaite que l'ensemble des partis politiques, que l'ensemble des acteurs de la société civile québécoise se posent des questions, à savoir où veut-on aller et que veut-on léguer comme système éducatif aux générations futures. Et je pense qu'il s'agit là vraiment d'une chance sans précédent de forger les bases du système éducatif québécois moderne. Et pour moi, c'est là aussi une grande fierté d'y prendre part. Donc, je pense que ce budget jette les bases de la volonté gouvernementale, qui est donc, pour résumer, un gouvernement qui est responsable, un gouvernement qui reprend le contrôle des finances publiques, mais qui préserve ses valeurs fondamentales de solidarité et surtout qui projette une vision d'avenir pour les Québécois et les Québécoises, une vision d'un Québec qui est plus vert, un Québec qui mise sur l'éducation, un Québec qui assure aussi une grande équité entre les générations. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Laval-des-Rapides.